va voir ensemble l'immunothérapie, indication et risque cardiovasculaire. Et comme vous savez tous, le jour d'aujourd'hui, l'immunothérapie a profondément transformé la prise en charge des maladies cancéreuses, notamment les tumeurs solides, que ce soit à un stade métastatique, mais aussi en situation non métastatique. Cette innovation thérapeutique, elle a marqué une véritable révolution en oncologie, en modifiant nos objectifs thérapeutiques, orientés aujourd'hui non seulement vers le contrôle de la maladie cancéreuse, mais vers des rémissions prolongées sur plusieurs mois, sur plusieurs années, où on parle des situations de maladies chroniques dans certaines situations, notamment telles que le cas de mélanome métastatique. Toutefois, malgré les avantages indéniables, l'immunothérapie s'accompagne de toxicités spécifiques qui sont secondaires à une activation excessive du système immunitaire ou bien inappropriée qui va entraîner l'apparition des toxicités spécifiques. Et parmi ces toxicités, il y en a les toxicités cardiovasculaires. Certainement que ce sont rares, mais lorsqu'il existe, sont des toxicités graves, sévères et peuvent engager le pronostic vital. Ce qui impose une surveillance étroite, une reconnaissance précoce et une prise en charge multidisciplinaire. Donc en fait, le traitement de cancer, il repose sur la chirurgie, sur la radiothérapie, la chimiothérapie, la thérapie ciblée et le jour d'aujourd'hui sur l'immunothérapie. Ces entités thérapeutiques certainement ont mis en évidence un gain en termes de survie globale et en termes de survie sans progression, mais peuvent avoir et exposer à un risque variable des dysfonctions ventriculaires qui se manifestent par une dégradation de la fonction d'éjection ventriculaire ou l'apparition d'une insuffisance cardiaque. Pour l'immunothérapie, c'est complètement différent de la chimiothérapie et de la thérapie ciblée. Elle a été découverte avec Allison et le principe de cette immunothérapie, il se base sur le fait de restaurer et de renforcer le système immunitaire pour connaître initialement les cellules cancéreuses et puis les détruire. Le lymphocyte T, comme vous le voyez, il va agir avec les cellules présentatrices de l'antigène via le complexe d'histocompatibilité 1 et 2. Il exprime à leur surface un ligand régulateur ou un récepteur qu'on appelle le checkpoint immunitaire ou les freins physiologiques. Le rôle, ce n'est pas d'attaquer directement les cellules cancéreuses, mais plutôt de réguler la réponse immunitaire, d'avoir une certaine tolérance immunitaire et donc d'avoir une réponse immunitaire favorable contre les cellules étrangères, d'une part, et de l'autre part, de protéger et d'éviter une réponse immunitaire très agressive contre le système de soi et contre les organes de soi. Quant à la cellule cancéreuse, c'est une cellule qui est très intelligente et qui va développer beaucoup de mécanismes d'échappement de l'immunosurveillance, et parmi ces mécanismes, c'est la surexpression de ligands PD-L1 à leur surface. Donc cette liaison entre les ligands PD-L1 et PD-1 exprimés par le lymphocyte T, elle va entraîner l'inactivation de lymphocyte T et donc la diminution de seuil de vigilance du système immunitaire qui devient incapable de connaître les cellules cancéreuses comme étant des cellules étrangères. Et donc, ça va être immuno-inhibé. Donc cela, qu'est-ce qu'il va permettre pour la cellule cancéreuse? L'échappement, la progression et l'apparition des métastases à distance. Le principe de l'immunothérapie, c'est de bloquer ces ligands et ces récepteurs et ces points de contrôle immunitaire qui va lever l'inactivation de lymphocyte T et donc d'augmenter le seuil de vigilance de lymphocytes, du système immunitaire qui devient capable de connaître ces cellules cancéreuses et de l'attaquer. Et cette approche-là, elle a permis de transformer le pronostic de plusieurs maladies cancéreuses auparavant non curables. Et je vais vous montrer l'évolution de l'apparition de molécules d'immunothérapie, initialement avec l'ipilimumab en 2000, puis avec le nivolumab, le pembrolizumab, l'atezolizumab, et on se trouve aujourd'hui avec 4 molécules, l'anti-PD-L1, nivolumab et le pembrolizumab, l'anti-PD-L1, notamment l'atezolizumab, l'avelumab, le durvalumab, l'anti-CTLA4 et l'anti-LAG3. Quelles sont les indications le jour
y en a plein d'indications. En monothérapie, notamment dans le mélanome localisé et métastatique, dans l'hépatocarcinome, dans les carcinomes gynécologiques, notamment dans le carcinome endométrioïde, et dans les cancers du rein en situation localisée en adjuvant. Mais aussi, l'immunothérapie, elle peut être administrée d'une façon combinée, c'est-à-dire deux molécules différentes, anti-CTLA4 avec un anti-PD-L1 ou PD-L1, et elle a trouvé aussi plusieurs indications, notamment dans le mélanome métastatique, dans le cancer du côlon avec statut MSI, dans le cancer du rein métastatique, dans le carcinome hépatocellulaire, dans le cancer bronchopulmonaire et aussi dans le mésothéliome. Et je vais vous montrer cette étude qui a étudié l'apport d'une immunothérapie en monothérapie, nivolumab ou bien ipilimumab, versus l'association de nivolumab et ipilimumab dans le mélanome métastatique. Et vous voyez clairement que cette association a permis d'améliorer de façon statistiquement significative et la survie sans progression et la survie globale. Et on est passé d'une médiane de PFS de 3 mois à 16,8 mois, un gain en termes de PFS de plus de 12 mois. En termes de survie globale aussi, à 6 ans, la survie globale elle est de 57%, c'est-à-dire plus de la moitié des patients métastatiques étaient vivants suite à l'utilisation de cette immunothérapie combinée, et la survie médiane elle est de 72 mois. Donc on parle de plus en plus d'une maladie chronique et non plus d'une maladie métastatique de mauvais pronostic. Même chose dans le cancer du rein métastatique, où l'ajout de pembrolizumab aux inhibiteurs de la tyrosine kinase a permis d'améliorer la survie globale, la survie sans progression et quel que soit le sous-groupe inclus dans cette étude. Et voilà les recommandations actuelles des l'ESPON. Le traitement de première ligne, c'est l'association immunothérapie avec immunothérapie ou bien immunothérapie avec TKI. Aussi, cette immunothérapie, elle peut être administrée en combinaison avec la chimiothérapie, et elle a aussi trouvé sa place dans le cancer bronchopulmonaire non à petites cellules et à petites cellules, dans la sphère ORL, dans les cancers gynécologiques, notamment le col de l'utérus, mais aussi dans le cancer du sein triple négatif. C'est un cancer qui n'exprimait ni les récepteurs hormonaux, sans surexpression de HER2 et qui était considéré avant comme étant un cancer de mauvais pronostic par rapport aux autres types moléculaires. Voilà, avec l'immunothérapie, l'ajout de pembrolizumab a permis d'améliorer de façon statistiquement significative la réponse histologique complète, c'est-à-dire la stérilisation complète des cellules cancéreuses sur pièce opératoire, qui a permis d'améliorer la survie sans progression à 3 ans, et ce bénéfice persiste avec le temps. Aussi, amélioration de la survie globale, où les courbes de survie de ces triples négatifs, il a rejoigné les autres courbes de survie pour les autres types moléculaires. Et voilà aussi, selon le NCCN dernière version, en mai 2025, le standard c'est immunothérapie avec des chimiothérapies pour le cancer du sein triple négatif de stade 2E3. Même chose pour le sein métastatique triple négatif, et les recommandations en première ligne, selon les recommandations françaises, en présence de PD-L1, c'est l'immunothérapie avec la chimiothérapie. Voilà, vous voyez que l'immunothérapie, ça représente aujourd'hui une arme majeure parmi les volets thérapeutiques. Elle a permis d'améliorer certes la survie globale, et elle a connu beaucoup d'innovations pendant cette dernière décennie. Et l'inconvénient, c'est les limites, c'est la toxicité. La question qui se pose, quel est le mécanisme physiopathologique de cette toxicité immuno-induite? C'est simple. On a inhibé les points de contrôle immunitaire, on a obtenu un effet thérapeutique au niveau des cellules cancéreuses. De l'autre côté aussi, on va voir l'apparition d'une réponse immunitaire très agressive contre les organes de soi, et donc la probabilité d'avoir d'une maladie auto-immune qui peut toucher tous les organes de l'organisme, notamment endocriniens, respiratoires, gastro-intestinal, neurologiques, et aussi elle peut affecter le cœur en engendrant des toxicités cardiovasculaires. Quel est le timing de ces complications, de ces effets secondaires? Normalement, ces effets secondaires surviennent le plus souvent après 1 mois, et voire plusieurs années après l'administration de l'immunothérapie.
La médiane d'apparition, c'est aux alentours de 40 jours, malgré que dans certaines complications, notamment les complications dermatologiques, gastro-intestinales, pulmonaires, endocrinologiques, on voit que l'apparition de ces toxicités, il dépasse le 100 semaines après l'initiation de l'immunothérapie. Pour les toxicités cardiaques, c'est autre chose. Ce sont des toxicités précoces dès la première cure de l'immunothérapie et ça apparaît dans un délai médian de 6 semaines. Quelles sont ces toxicités? Il y en a deux types de toxicités cardiovasculaires, les toxicités directes et les toxicités indirectes. Essentiellement, myocardite, péricardite, les arythmies, que ce soit tachy ou bradie, arythmie auriculaire ou ventriculaire, la dysfonction ventriculaire non inflammatoire, le syndrome Takotsubo et les atteintes vasculaires, notamment l'insuffisance coronarienne, l'AVC, l'HTA, la dyslipidémie. Et vous voyez que ce sont des toxicités qui sont faibles, dont la variable elle est entre 0,4 à 1,5. Mais la toxicité elle est importante et le taux de mortalité il est très élevé, qui peut aller jusqu'à 50 voire même 55%. Pour les toxicités indirectes, se manifestent par une inflammation au niveau de glandes thyroïdes, ça va donner une dysthyroïdie et le plus fréquemment l'hyperthyroïdie, qui va donner de toxicités cardiovasculaires indirectes, notamment la fibrillation auriculaire et la cardiothyréose, mais aussi on peut voir d'autres toxicités qui sont en rapport avec une inflammation au niveau surrénalien, au niveau hypophysaire, au niveau de pancréas et au niveau vasculaire suite à certaines modifications qui vont augmenter le risque de maladies thromboemboliques veineuses. On va commencer tout d'abord avec la myocardite, qui est une entité rare, survient le plus souvent suite à l'utilisation d'inhibiteurs PD-1, mais ce risque il augmente essentiellement avec l'utilisation d'une immunothérapie combinée avec les inhibiteurs CTLA4. Cette toxicité, elle est le plus souvent associée à une atteinte immunomédique qu'il faut rechercher, notamment la myosite, l'hépatite, le syndrome myasthénique-like. Elles surviennent le plus souvent précocement et vous voyez clairement qu'elle apparaît à partir de 30 jours jusqu'à 80 jours de l'administration de l'immunothérapie. C'est une toxicité qui est très précoce, mais aussi elle expose ces patients à un pronostic effroyable, surtout avec un taux de mortalité qui est de plus de 40%. Le tableau clinique, il n'est pas spécifique. Les symptômes et les signes fonctionnels sont très variables, sont très hétérogènes, qui rendent le diagnostic complexe. Mais ce diagnostic, il repose sur certains examens de première ligne, notamment l'ECG, qui permettrait de montrer certaines modifications, notamment de troubles de conduction, troubles ventriculaires, de modification de l'endetté, parfois on voit d'endetté négatif, une élévation de taux de troponine ultrasensible, l'échocardiographie et la coronographie, elles peuvent être sans anomalie à un stade précoce, mais ça n'élimine pas le diagnostic d'une myocardite et l'IRM cardiaque, elle peut orienter vers des signes radiologiques de myocardite. Pour l'examen de deuxième intention, c'est la biopsie endomyocardique qui est réalisée en milieu spécialisé en cas de doute et diagnostic. Pour l'American Heart Association, elle repose sur certains critères diagnostiques de myocardite consécutive en se basant sur les avis de ses experts et elle a classé la définition de la myocardite en 3 classes. Myocardite certaine, notamment en présence d'une preuve histologique, probable ou possible. Pour la Société européenne d'oncocardiologie, elle a bien défini les critères diagnostiques de myocardite immunomédiée. Elle a considéré que la biopsie myocardique, c'est l'examen de référence pour confirmer la présence d'une myocardite immunomédiée en montrant qu'il y en a un infiltrat lymphocytaire macrocytaire, mais aussi sur un faisceau d'arguments cliniques, notamment l'élévation de la troponine avec un critère majeur, essentiellement les critères majeurs selon Lac-Lewis modifié en fonction de l'IRM, mais aussi sur l'élévation de la troponine avec la présence de 2 critères mineurs, notamment la fatigue, la myalgie, la douleur thoracique, la diplopie comme étant une présentation clinique, le trouble de rythme ventriculaire ou de conduction sur l'ECG, la présence d'une attente immunomédiée qu'il faut rechercher systématiquement, telle que la myosite, la myopathie et le syndrome myasthénique,
Aussi sur une dégradation de la fonction d'éjection ventriculaire avec ou sans signe de retentissement sur l'écho cardiaque, ou bien la présence d'une modification T1 ou T2 sur l'IRM. Donc c'est simple, soit le diagnostic il est confirmé avec certitude sur preuve anapath ou bien sur un faisceau d'arguments cliniques et radiologiques. Et je vais vous montrer cet article qui a été récemment publié en août 2025 qui a étudié l'apport et l'intérêt de dosage de troponine chez les patients en cours des traitements par immunothérapie. Donc cet article il a inclus 428 patients qui sont en cours de traitement par immunothérapie et au cours des suivis, ils ont augmenté le taux de troponine supérieur à 55. Donc, parmi ces patients, 59,5% des patients, ils étaient asymptomatiques. Donc, ils ont complété le traitement par immunothérapie d'une façon ambulatoire. Mais, il y en a 40,5% des patients qui étaient symptomatiques, qui avaient des signes cardiologiques, qui ont nécessité l'hospitalisation, ils ont bénéficié des explorations biologiques, radiologiques et parfois, ils ont bénéficié d'un traitement immunosuppresseur. Et donc, l'étude, elle a montré que l'incidence cumulée d'événements cardiaques indésirables majeurs, il était de 19%. Et qu'il était significativement plus élevé chez les patients symptomatiques par rapport aux patients asymptomatiques. Et vous voyez sur le tableau que parmi ces patients symptomatiques, 7 ayant présenté un événement cardiaque indésirable majeur dans 5 myocardites par rapport aux patients asymptomatiques. Mais aussi, les patients symptomatiques, ils ont présenté un risque significativement plus élevé de mortalité, toutes causes confondues, à 2 ans de suivi par rapport aux patients asymptomatiques. Et ces résultats, ils soulignent l'intérêt d'une surveillance biologique régulière afin d'orienter les explorations cardiologiques et d'adopter une prise en charge adéquate. C'est pour cela que les guidelines de 2025, ils ont considéré que le dosage de troponine est faisant partie intégrante de bilan initial, mais aussi de bilan de suivi chez tous les patients suspects de myocardite. On a dit tout à l'heure que le tableau il est aspécifique, mais l'évolution elle peut être rapide. C'est pour cela qu'il faut déterminer et évaluer la gravité et la sévérité de la myocardite, puisque l'évolution elle est rapide. On peut se trouver devant 3 tableaux. Le premier tableau, c'est la myocardite fulminante. Le patient, il est instable sur le plan hémodynamique. Il présente des signes d'insuffisance cardiaque. Il présente des signes en rapport avec un état de choc septique. Donc c'est une urgence. Le patient, il devrait être hospitalisé en unité de soins intensif et démarrer un traitement corticoïde. Le deuxième tableau, c'est la myocardite non fulminante. C'est l'évolution chronique ou subaiguë de la myocardite. Certainement que le patient il est symptomatique, mais sur le plan hémodynamique et électrique, il est stable. Et on trouve après une dégradation de la fonction d'éjection ventriculaire et l'apparition d'une fibrose diffuse sur l'IRM. Le troisième tableau aussi, il est quand même grave, c'est la myocardite réfractaire aux corticoïdes, c'est-à-dire l'aggravation et la persistance de l'augmentation de troponine malgré que le patient en cours de traitement par corticoïdes à forte dose. On peut faire aussi la classification de la sévérité en utilisant le CTCAE, qu'on utilise fréquemment en carcinologie. Pour le grade 1, c'est un patient qui est asymptomatique, mais avec élévation de la troponine. C'est pour cela qu'on insiste toujours sur le fait de faire le dosage avant de commencer le traitement. Le grade 2, c'est un patient asymptomatique avec une FEV de moins de 50%. Le grade 3, le patient il devient symptomatique ou une FEV de moins de 30%. Et le grade 3, c'est l'insuffisance cardiaque sévère. Qu'est-ce qu'il faut faire devant de signes et des symptômes cardiovasculaires avec des anomalies à l'ECG, avec l'élévation de la troponine? Il faut immédiatement arrêter l'immunothérapie parce que l'évolution elle peut être rapide. Hospitalisation de patient en unité de cardio-oncologie, faire le diagnostic positif et surtout rechercher de signes de gravité, notamment l'instabilité hémodynamique, le trouble de rythme ou le trouble de conduction de degré élevé. Et puis, une fois le patient il est stable, on devrait rechercher une atteinte immunomédiée associée. Bien sûr, avec un traitement spécifique qui sera bien détaillé avec le Dr Ballou. Un message à vous transmettre, c'est devant toute suspicion de myocardite, il faut obligatoirement
rechercher d'autres atteintes immunomédiées, notamment la pneumopathie, la myosite, la toxicité neurologique, même en absence des signes musculaires, même en absence de signes neurologiques, du fait de l'association fréquente de ces atteintes immunomédiées. Et donc, devant une situation instable, un dosage de troponine, CPK, cortisolémie, avec une surveillance musculaire et cardiologique sont nécessaires pour adopter une prise en charge adéquate, puisque la toxicité, elle est très importante et potentiellement mortelle. Autre situation à ne pas manquer. Toute symptomatologie d'allure cardiovasculaire chez des patients qui sont en cours d'immunothérapie avec élévation de la troponine, oui, avec ou sans anomalie à l'ECG, est une myocardite jusqu'à preuve de contraire. Toute myosite sous immunothérapie doit suspecter une myocardite et inversement. Et aussi, toute symptomatologie de myocardite, ça nécessite une hospitalisation en unité de soins intensifs pour bilan diagnostique, surveillance hémodynamique et rythmique, puisque l'évolution, elle est imprévisible. Est-ce qu'on devrait compléter et reprendre l'IEC? La discussion, ça se fait en réunion de concertation pluridisciplinaire. Pour le grade 1, oui, on peut reprendre avec une surveillance étroite, échographique et de dosage de troponine. Pour le grade 4, c'est une contre-indication absolue. Pour le grade 2 et 3, oui, on doit arrêter temporairement, mais discuter avec le cardiologue la possibilité de reprise de l'immunothérapie en fonction de la balance bénéfice-risque, en fonction de protocole thérapeutique combiné ou immunothérapie seule, en fonction aussi de choix thérapeutiques dans notre pays. On va finir avec le péricardite sous immunothérapie, qui est une toxicité faible secondaire à l'utilisation de anti-PD1, anti-PD-L1. Le délai des survenues, elle est précoce à 3 mois, le plus souvent associé à un épanchement pleural. Et bien sûr, il faut toujours évaluer la gravité pour ne pas passer à côté d'une tamponnade. La mortalité aussi, elle est très élevée, aux alentours de 20%. Et selon l'ECS, devant toute suspicion de péricardite, il faut obligatoirement compléter par les examens suivants: échocardiographie, IRM, scanner, ECG et dosage de troponine. Premièrement, pour confirmer la péricardite. Deuxièmement, pour évaluer les degrés de gravité. Et troisièmement, pour ne pas passer à côté d'une myocardite associée. Est-ce qu'il faut reprendre le traitement d'immunothérapie après une péricardite? Non, mais selon le référentiel de l'Institut national de cancer, on peut reprendre en cas de péricardite asymptomatique ou bien symptomatique sans retentissement hémodynamique. Les vascularites, ce sont des complications tardives en rapport avec l'utilisation des inhibiteurs de CDLA. L'arythmie aussi, ce sont des complications faibles qui ne dépassent pas le 1% et de type essentiellement fibrillation auriculaire, arrêt cardiovasculaire et tachycardie avec un risque de mortalité très élevé de plus de 23%. Donc, si on veut conclure, devant deux patients qui vont commencer l'immunothérapie, il faut obligatoirement commencer par une évaluation cardiaque initiale en utilisant le score HFA-ICOS qui permet de stratifier le patient. Groupe à faible risque, c'est un patient qui nécessite seulement un suivi régulier par l'oncologue. Pour le groupe à haut risque, ce sont les patients qui ont des antécédents d'HTA, de diabète, de dyslipidémie, des antécédents cardiovasculaires, qui ont eu déjà un traitement cardiotoxique ou bien qui sont proposés pour une immunothérapie combinée. Là, il faut obligatoirement compléter par une consultation cardiologique et la mise en place d'une stratégie de cardioprotection. Obligatoirement commencer parfois par l'ECG, par le dosage de troponine, par l'ECG qui sont de recommandations de classe 1B. Et voilà, comme take-home message, la toxicité cardiovasculaire, elle est liée à l'immunothérapie rare, mais rapidement fatale. Ça nécessite une évaluation cardiovasculaire initiale, notamment avec l'ECG, la troponine et l'écho cardiaque, avant de démarrer le traitement. Toute élévation de la troponine, des symptômes cardiaques, ça doit évoquer une myocardite jusqu'à preuve de contraire. La stratégie AVA-ICOS guide le niveau de la surveillance du patient et une coordination
collaboration multidisciplinaire, c'est la pierre angulaire d'une cardio-oncologie moderne pour optimiser la sécurité du patient, tout en maintenant l'efficacité oncologique. Et voilà, merci. Merci beaucoup, professeur Najib, pour donc, cette présentation exhaustive. Donc, on va céder tout de suite la parole à l'oncocardiologue.